comprendre de quoi s'agissait-il. Instrument opérationnel qui nous invite plutôt à penser à des choses complètement techniques, donc en dehors de tout cadre politique, et à pas s'interroger finalement parce que c'est justement opérationnel. Et donc aucune interrogation là-dessus, mais on voit qu'à travers les années, et c'est ça à quoi vont s'atteler les différences intervenantes et intervenants, et expliquer, un peu décortiquer et voir, démontrer que ces instruments opérationnels, loin d'être des questions techniques, sont avant tout politiques. Je passe tout de suite la parole à Madame Blachou et je vous invite donc à vous astreindre à parler pendant... Ah non, pardon. Non, c'est monsieur, excusez-moi. Désolée, on m'avait dit, en plus j'ai perdu comme... Désolée. Bon, on est un petit groupe, donc voilà. Et donc, monsieur Beramdan, je vous invite donc à prendre en premier la parole. D'accord, j'ai droit à 5 minutes. D'accord. Bien, alors, tout d'abord, je tiens à remercier bien sûr les organisateurs de m'avoir invité pour parler d'une thématique qui est la militarisation des frontières de l'Union européenne. Donc, ça paraît un peu à côté du sujet tout en étant dans le sujet. Alors, la militarisation des frontières, je dirais, on est passé à plusieurs étapes dans la politique d'immigration et de la migration en général et les réfugiés, à savoir une phase intergouvernementale que vous connaissez, puis après une politique commune, puis après l'externalisation de cette politique, et puis maintenant nous arrivons à la phase de la militarisation de cette politique migratoire. Militarisation qui se manifeste à travers plusieurs documents, notamment le document concernant la PEP de 2015, la stratégie de sécurité intérieure renouvelée 2015-2020 et la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union adoptée en 2015-2016. Eh bien, tout ceci pour militarisation des frontières en amont et en aval, c'est-à-dire au niveau du Sahel, arrêtez-les là-bas et arrêtez-les en second lieu en Méditerranée. Ça me fait penser au truc là de rasage, ça coupe en deux. Eh bien, cette politique de migratoire repose sur des fondements juridiques et sur des principes régulateurs. Je ne parlerai pas des principes régulateurs, je parlerai simplement en quelques mots sur les fondements juridiques de cette militarisation. Alors, les fondements juridiques, je dirais, sont de deux ordres. Il y a le droit de l'Union européenne et il y a le droit international. Pour le droit de l'Union européenne, le premier fondement, c'est la politique relative au contrôle des frontières extérieures. Je vous fais grâce des articles concernant cette politique, et sur cette politique, on peut prendre toute mesure, y compris bien sûr la mesure militaire coercitive. Et c'est Frontex. Frontex qui a été créé, qui est transformé maintenant en garde frontière, eh bien, effectivement, on dit que c'est une opération de police, mais en réalité, quand on lit les textes, il est prévu des opérations militaires par le biais de Frontex, sans compter que l'équipement est militaire de Frontex. Donc, en plus, ajouté à cela, il y a un règlement d'engagement de Frontex et de toutes les opérations. Et là, on va le voir, c'est exactement pareil comme pour Sophia, qui est une opération militaire. D'ailleurs, les mêmes bases juridiques. Donc, Sophia, Frontex, c'est intervention militaire. Et puis, il y a la politique commune de l'immigration, le deuxième fondement. Politique commune de l'immigration, curieusement, Frontex en fait référence à la politique d'immigration. C'est la même base juridique. Troisième fondement, c'est la politique de sécurité et de défense commune. Politique de sécurité et de défense commune, c'est des capacités opérationnelles qui ont été développées depuis maintenant 1999. C'est le sommet de Cologne. Et là, il y a toute une gamme d'interventions possibles, prévues dans le traité de Lisbonne. Et parmi ceux-là, bien sûr, il y a, en situation de crise, possibilité d'interventions civiles et militaires. Et l'Union a engagé des opérations de nature civile, entre guillemets, et des opérations militaires. Des opérations de nature civile, c'est EUCAP Sahel Niger, EUCAP Sahel Mali. En fait, c'est le soutien militaire à des forces de sécurité. Et il y a aussi EUBAM Libye, c'est pareil, c'est le soutien et l'amélioration de la police et de l'armée libyenne concernant le contrôle des frontières. Et puis, bien sûr, il y a les opérations militaires de la politique de sécurité et de défense, opération Sophia. Alors là, c'est clair, c'est tous les moyens militaires. Il y a 7 unités navales, 4 hélicoptères, 3 unités aériennes. Bref, il y a, et curieusement, comme je vous l'avais dit, c'est les mêmes bases juridiques que pour les autres missions civiles.
Donc ici, on est en présence de moyens de nature coercitive, policière, mais en réalité militaire, et ceci par un glissement indirect. D'ailleurs, même le discours, il y a un glissement au niveau des textes juridiques, un glissement du sécuritaire vers le militaire. Et puis, il y a bien sûr le droit international. Alors là, les fondements en matière de droit international, il y a la Valette. J'ai entendu parler du sommet de la Valette, Union européenne-Afrique. Mais il fallait lire les documents qui ont été publiés, la déclaration politique et un plan d'action. Eh bien, dans ces deux documents, il est dit que, en accord avec nos amis africains, possibilité de mener des actions communes en mer et sur terre sur la base des accords avec les pays concernés. Possibilité d'action militaire avec les pays concernés. Et un appui aux capacités nationales et au contrôle des frontières terrestres, maritimes, aériennes, et ainsi qu'aux capacités de surveillance maritime. Donc là, c'est la Valette et ce qu'on a prévu, cet accord qui est plus qu'un gentleman agreement. Et puis, deuxième fondement, c'est les résolutions du Conseil de sécurité. Les résolutions, il y en a pas mal. Je peux citer la résolution de 2085 de 2012, oui, c'est ça, qui note le déploiement de la mission ETM Mali, qui est une mission chargée de lutter contre le terrorisme, bien sûr, et les trafiquants de migrants. Opération militaire. Je note surtout la résolution 2292 de 2016 sur l'embargo sur les armes, direction Libye. Eh bien là, bien sûr, la formulation est tellement large de contrôle de l'embargo militaire, mais en réalité, possibilité de contrôler les autres, les migrants, les sous couvert de terrorisme, etc., etc. Et d'ailleurs, l'Union européenne a étendu l'embargo, cette compétence à Sofia. Sofia peut, bien sûr, elle participe à cet embargo militaire en Méditerranée, bien sûr en application de cette résolution du Conseil de sécurité. Et puis, bien sûr, on peut citer la résolution 2359 de 2017 concernant l'autorisation du G5, la force conjointe au Sahel, composée du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad. Là, il y a 5000 hommes qui ont été opération lancée en juillet 2017, et c'est une opération militaire et qui est censée, bien sûr, arrêter qui? Les terroristes, mais aussi les trafiquants de migrants, mais derrière les trafiquants, les migrants, et donc pour les arrêter au niveau du Sahel avant qu'ils n'arrivent. Et bien sûr, avec l'appui, le soutien de l'Union européenne, les opérations existantes, et la France, bien sûr, les opérations françaises qui sont dans le coin. Et puis, troisième phase de la militarisation, au niveau, le fondement au niveau international, c'est l'Union européenne et l'Alliance atlantique. Eh bien, il y a eu le sommet de Varsovie en juillet 2016, et là, on était déjà sur une opération qui avait débuté en 2001, opération sur la base de l'article 5 du traité, c'est-à-dire légitime défense, concernant le terrorisme. Eh bien, cette opération est devenue, depuis 2016, je crois, Sui Guardian. Donc, Sui Guardian, elle inclut la lutte contre l'immigration irrégulière. Et alors, on voit mal l'Alliance atlantique, de façon civile, bonjour, on vous reçoit. Montez. Donc là, c'est aussi militaire, d'autant que les textes, il suffit de les lire, la déclaration commune du président du Conseil européen et du président de la Commission et du secrétaire général de l'Alliance atlantique du 8 juillet 2016, et qui a été mise en œuvre par un document commun, en fait c'est un accord entre l'Union européenne et l'Alliance atlantique du 6 décembre 2016, qui entérine cette coopération, comme on avait entériné la coopération pour mettre en œuvre l'accord avec la Turquie, l'Union européenne avec la Turquie, suite à une réunion de février 2016. Donc, vous voyez qu'il y a aussi là des bases qui, directement ou indirectement, autorisent l'emploi de la force contre les migrants. Et donc, ceci contrairement, bien sûr, à toutes les autres règles, le respect des droits fondamentaux, etc. Ceci, bien sûr, et c'est toute la partie que je n'aborde pas, dans le respect de ce que l'Union appelle certaines règles qu'on abordera peut-être au niveau de la discussion ou une autre fois. Merci. Merci de votre compréhension. Je vous remercie beaucoup et je laisserai les commentaires pour Maïté, plutôt en tant que discutante. Madame Vlachou, s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup et merci aux organisateurs de cette invitation. Interroger les instruments opérationnels nous oblige de s'interroger sur les agences de l'Union européenne. J'ai beaucoup travaillé sur la question de couvrir la Frontex et l'EASO. Confirme les sentiments que c'est un sujet passionnant. Donc, je vais essayer d'aller assez vite moi aussi.
On connaît tous la Frontex, on connaît tous le Bureau européen d'appui en matière d'asile. Donc, des questions se sont posées lors de la révision du règlement constitutif de la Frontex et dans le cadre actuel de la révision du règlement constitutif de l'EASO. S'il faut les regrouper en deux points, c'est précisément la question du renforcement de leurs pouvoirs en quête de plus d'efficacité dans cette gestion progressivement intégrée des frontières extérieures. Et d'autre part, comment ces activités, leurs tâches s'intègrent dans une union de droit, donc une union qui respecte les droits fondamentaux, et une union démocratique, donc un contrôle qui est exercé par le Parlement européen. Pour mettre l'accent tout d'abord sur les pouvoirs qui ont été délégués aux agences de l'Union européenne, ce qu'il faut noter, c'est qu'on est dans le contexte d'un droit primaire qui est assez flou. Donc, si vous regardez les traités, il n'y a pas de disposition qui concerne la création des agences de l'Union européenne, il n'y a pas de disposition qui encadre la délégation de pouvoir aux agences de l'Union européenne. Ce qu'on a, c'est la jurisprudence, une jurisprudence qui date de 1957, la jurisprudence Meroni, qui reflète une position initiale restrictive de la Cour de justice, uniquement de pouvoirs d'exécution exactement définis, mais qui a été revisitée récemment, en 2014, avec un arrêt qui assouplit un peu la position de la Cour. Donc là, la Cour a accepté qu'on peut quand même, dans des circonstances exceptionnelles, déléguer aux agences de l'Union européenne de pouvoir encadrer de façon précise, ce qui change un peu ou beaucoup par rapport au pouvoir d'exécution exactement défini, pourvu qu'il y ait un contrôle de la part des institutions, notamment un contrôle juridictionnel, donc des pouvoirs délégués qui peuvent être importants, mais qui doivent être contrebalancés par les institutions. La question se posait de manière très aiguë pour ce qui concerne la Frontex, la possibilité de lui accorder un droit d'intervention autonome, donc sans le consentement de la part des États membres. C'était la proposition initiale de la Commission européenne pour ce qui concerne la révision du règlement constitutif. Pour aller vite, ce qu'on constate, c'est que les institutions ont pris en compte les critiques exprimées par la doctrine dans la version définitive du règlement. Donc, certes, la Frontex est chargée d'évaluer la vulnérabilité des frontières, mais quand même, au moment où on a une situation qui risque de mettre en péril le fonctionnement de l'espace Schengen, c'est le Conseil, donc une institution qui a une légitimité démocratique indirecte, et non pas l'agence elle-même, qui va adopter des mesures d'exécution, un acte d'exécution, et qui va dire quelles sont les mesures qui doivent être prises, mises en œuvre par l'agence, acceptées par l'État, et aussi la sanction ultime, si on peut le dire comme ça, la possibilité de mettre en place à nouveau le contrôle aux frontières qui est autorisé par la Commission. Donc, on a mieux encadré dans le cadre du nouveau règlement l'action de la Frontex, qui est ce qui était initialement prévu. Pour ce qui concerne le bureau d'appui, on constate une divergence entre la pratique et le texte du règlement qui est actuellement en vigueur. Donc, conformément à l'article 2 du règlement en vigueur, le bureau d'appui ne dispose d'aucune compétence en ce qui concerne la prise de décision par les autorités nationales en matière d'asile. Or, de facto, ce qu'on constate, pour ce qui concerne les demandes d'asile en Grèce, c'est qu'essentiellement, c'est le personnel de l'EASO qui va mener des entretiens, qui va évaluer la situation des demandeurs d'asile, et les autorités nationales vont venir confirmer ensuite la recommandation qui est faite par l'EASO. Donc là, il y a non seulement une distance entre ce qui est prévu, une tension entre ce qui est prévu par les règlements et la pratique, mais aussi des interrogations qui peuvent se poser pour ce qui concerne les droits procéduraux des demandeurs d'asile. Si on se tourne vers la question des droits fondamentaux et des standards démocratiques, donc cette idée d'une union de droit, d'une union démocratique, on connaît tous la complexité de la question de la responsabilité pour les violations des droits fondamentaux. À nouveau, ici, ce qu'on retrouve, c'est un écart entre les textes et la pratique. Donc, si on regarde les textes ont été révisés, notamment sous la pression du Parlement européen. Et donc,
progressivement, au fil des années, on a une stratégie en matière de droits fondamentaux, on a un forum consultatif en matière de droits fondamentaux, on a un officier des droits fondamentaux, on a, avec la dernière version du règlement, un mécanisme de traitement des plaintes, précisément, qui porte sur la violation des droits fondamentaux. Un écart avec la pratique, pourquoi ? Parce qu'on a des possibilités dans les textes qui ne sont pas exploitées. Par exemple, la possibilité pour le directeur exécutif de la Frontex de suspendre une opération en cas de violation grave des droits fondamentaux qui, à ma connaissance, n'a jamais été exploité, et aussi des mécanismes qui sont en quelque sorte mal cadrés. Donc, si on regarde le mécanisme de traitement des plaintes qui a été vraiment exigé par le médiateur européen, par le Parlement européen, c'est un mécanisme qui est interne à l'agence. Donc, c'est géré par l'officier des droits fondamentaux, des interrogations qui peuvent se poser. Qu'est-ce qui se passe avec les ressources ? L'officier des droits fondamentaux a déjà expliqué qu'il n'a pas suffisamment de ressources pour mener ces tâches. Et aussi une question d'indépendance, parce que l'officier des droits fondamentaux est désigné par le conseil d'administration de la Frontex, donc essentiellement par les États membres. Structurellement, ce n'est pas le meilleur encadrement qu'on pourrait avoir. Donc, un dernier commentaire pour ce qui concerne les standards démocratiques, à nouveau un écart entre le texte et la pratique. Donc, ce qu'on constate en examinant la dernière version du règlement Frontex, c'est que le Parlement européen a acquis plusieurs pouvoirs. Donc, des auditions plus systématiques, des rapports qui doivent lui être soumis, qui sont beaucoup plus détaillés au niveau du contenu, des droits d'information qui ont été étendus. Mais, encore une fois, au niveau de la pratique, on sait très bien que les responsables de la Frontex ne répondent pas nécessairement aux demandes du Parlement européen pour des auditions, et que les informations qui sont fournies par la Frontex notamment ne sont pas nécessairement toujours disponibles. Il y a certaines parties qui ne sont pas dévoilées pour des raisons liées au secret des opérations. Donc, la conclusion, c'est que pour la version définitive du règlement de la Frontex, les pouvoirs restent compatibles avec le cadre assez flou qui est posé par les traités et la jurisprudence. Il y a un effort d'amélioration au niveau des textes, mais la pratique reste à l'écart de ce qui est prévu dans les textes. Et certains mécanismes qui auraient pu avoir un potentiel pour assurer le respect des droits fondamentaux sont mal conçus, devraient être repensés. Merci. Je vous remercie. Maintenant, Maïté, pour la fin. C'est bon, ça fonctionne. C'est moi qui ai encore déclenché l'écran, oui. Décidément. Bon, sans oublier de remercier bien évidemment les organisateurs de ce colloque pour cette belle invitation. J'aimerais continuer de m'interroger avec vous suite à ces deux interventions sur l'opérationnalité dans le cadre de l'accord UE-Turquie et plus particulièrement sur la façon dont cette opérationnalité s'inscrit dans ce mouvement général d'informalisation de la coopération externe en matière migratoire dont on a beaucoup parlé, et la façon dont les instruments opérationnels se font finalement l'instrument principal de cette informalisation. Donc on l'a vu, des fondements juridiques et des instruments juridiques existent pour encadrer cette action opérationnelle, du moins pour la prévoir, mais en matière strictement opérationnelle, strictement terrain, c'est définitivement la soft law, encore une fois, qui l'emporte au détriment d'un encadrement démocratique et juridique. Deux idées sous-jacentes derrière cela. D'abord, celle que la coopération extérieure est rendue plus difficile lorsqu'on essaye de la formaliser par des accords contraignants, et qu'elle doit donc demeurer informelle pour être efficace et se concentrer sur le volet opérationnel. Et deuxième idée qu'on a déjà mentionnée, le domaine de l'opérationnel serait apolitique, technique et sans effet de droit sur les particuliers et ne nécessiterait donc pas d'encadrement particulier. Alors, dans le cadre de l'accord UE-Turquie, pour résumer un peu tout ce qui a été dit, j'aimerais simplement revenir sur l'intensification de l'action opérationnelle que l'on constate.
et qui a pour objet, vous l'avez compris, d'assurer un objectif principal d'endiguement des flux migratoires, sous-tendu par une forte exigence d'efficacité. Alors avec 2 volets principalement, celui de la lutte contre l'immigration irrégulière et le volet retour, donc on a beaucoup abordé, mais un second volet dont on a moins parlé, qui est celui du contrôle des frontières préventif en amont justement du territoire de l'Union européenne. Et d'un point de vue strictement quantitatif et très cynique que je ne souhaite pas aborder, bien évidemment, c'est pourtant le volet de cet accord qui fonctionne le mieux, puisqu'on est passé de 885 000 personnes arrivées en 2015 sur le territoire grec à 26 000 environ personnes en 2017. De même, dans le dernier rapport d'information de la Commission sur cet accord, celle-ci se félicite de l'interception depuis la déclaration de mars 2016 de 11 000 personnes par les gardes-côtes turcs, un chiffre qui nous semble largement sous-estimé, sans compter qu'ils ne discutent pas de ce qui se passe aux autres frontières, et notamment à la frontière syro-turque, où, pour le seul mois d'octobre 2007, et je vous laisserai méditer sur ce chiffre, le HCR recense 59 000 personnes interceptées à la frontière par les autorités turques. Donc cette action opérationnelle, elle est réelle, elle est foisonnante en matière de contrôle des frontières, et elle est renforcée par 4 stratégies, donc on a aussi évoqué, que je me permettrai de résumer, qui sont caractéristiques de la politique migratoire de l'UE. Première stratégie, on élargit l'action opérationnelle à une palette très hétéroclite d'agents et outils qui impliquent bien évidemment les acteurs militaires, dont le professeur Berhamdam, que le professeur Berhamdam a abordé. Donc les agences et les corps nationaux grecs et turcs, police, gendarmerie, garde-côtes, armée, les représentants de l'administration européenne, avec cette surreprésentation de Frontex qui en dit long sur l'objectif de cette action, et les organisations internationales type HCR, OIM, mais surtout l'OTAN. La deuxième stratégie, c'est une coordination de cette coopération opérationnelle avec une supervision de plus en plus marquée par l'administration européenne qui veille à faire appliquer cette politique, ce qui montre bien qu'on est dans un domaine d'exécution d'une politique commune de l'Union européenne, et qui assure notamment la coopération entre la Grèce et Turquie, même si elle existait auparavant, et une coopération étroite avec l'OTAN au moyen d'un échange d'officiers de liaison. Troisième mouvement, c'est donc cette fameuse militarisation que je ne développerai pas, et technologisation du contrôle des frontières, qui nous permet d'observer désormais un continuum entre les missions civiles et militaires en matière de gestion des frontières de l'Union européenne et en amont, alors même que ce modèle de gestion intégrée des frontières insiste sur le caractère civil de ce domaine d'action. Quatrième mouvement, c'est donc, vous l'avez compris, la sous-traitance des mesures coercitives qui est au cœur de l'accord UE-Turquie et qui prend tout son sens au niveau de l'action opérationnelle à travers, pour n'en donner qu'un seul exemple, l'échange d'informations qui permet aux gardes-côtes grecs, à Frontex et à l'OTAN d'effectuer ce qu'on appelle des détections pré-frontières en alertant leurs homologues turcs afin d'assurer l'interception des migrants avant les eaux territoriales grecques. Donc l'évocation rapide de ces mesures opérationnelles démontre bien leurs implications potentielles. Un accord de travail entre Frontex et l'OTAN pose la question de la proportionnalité de l'usage des moyens militaires face à des boat people, face à un phénomène humanitaire, voire même de la compétence de Frontex pour conclure un tel accord. De même, la transmission d'une détection pré-frontière aux Turcs interroge au regard du droit de quitter tout pays ou du principe de non-refoulement. Et paradoxalement, ce foisonnement opérationnel demeure largement informel et confidentiel qui plus est. À titre d'exemple, donc la coopération entre Frontex et l'OTAN est fondée sur un accord sur les modalités qui ne sont pas publiques, qui n'est pas public à ma connaissance. De même, la coopération entre Frontex, la Grèce et la Turquie a été entamée bien avant la conclusion d'un accord de travail entre Frontex et les autorités turques en 2012 et d'un agenda de coopération qui existe désormais depuis 2014, mais qui sont difficiles à obtenir d'une part et considérés comme des accords techniques et non contraignants.
Tout cela pour faire donc quel constat? Celui que ce déficit d'encadrement juridique et d'accès à l'information est très problématique, puisque d'une part, et là je rejoins ma collègue, ça implique une délimitation confuse du mandat et des fonctions de ces différents agents et outils opérationnels, et puis surtout, on voit par là que l'injusticiabilité des accords qui prévoient cette action, ces actions opérationnelles vient s'ajouter à l'injusticiabilité des mesures matérielles elles-mêmes sur lesquelles il est quasi impossible d'obtenir de l'information. Je vous remercie, je m'arrêterai là. Merci. Merci mille fois. Si vous me permettez 1 minute... Et si je comprends bien les propos de M. Beramdane, il me semble que la question de la militarisation a de beaux jours devant elle. Si on croit aux déclarations à la suite de cette vidéo à propos de la Libye, puisque comme seule réponse, il y a bien évidemment dire qu'il y a un crime contre l'humanité, et 2, vous l'avez lu, peut-être entendu hier, et il lutte contre les passeurs et contre les filières de passeurs, ce qui, comme vous l'avez démontré, va impliquer non seulement contre les passeurs, mais bien évidemment et surtout avant contre les migrants eux-mêmes. Et si vous voulez savoir davantage, je vais me permettre dans 30 secondes de faire une petite publicité. Peut-être vous avez déjà vu dans la dernière file un bouquin, un atlas, et dont certaines graphiques, cartes ont été exposées par Olivier et Lucille. Nous avons apporté quelques exemplaires si vous voulez souhaiter acquérir ce bel ouvrage et en plus très intéressant ouvrage. Voilà, merci.